Alors, on va rentrer dans dans le vif du sujet. J'arrête la présentation. Laissez-moi quelques secondes. Voilà, maintenant, vous devez normalement voir mon écran. Alors, un instant, parce qu'il y a un petit décalage entre mon écran et ce que vous voyez pour de vrai. Donc, on est en train de résoudre. Ah, je pense que c'est bon. Ok, ça y est. Excusez-nous pour ce petit incident technique. Merci Angelo pour le coup de main. Donc, la première étape, quand vous prévoyez une sortie, une randonnée, c'est, je dirais, un moment crucial et un moment très important, c'est la préparation. C'est sûr que si vous partez bien préparé, c'est une étape cruciale pour limiter les risques, pour être vous-même bien préparé. Bien se préparer, ça consiste en beaucoup de choses. Je dirais que la première, une question essentielle, c'est la question de la difficulté. La difficulté de votre sortie, la difficulté de votre parcours. Je pense par exemple, si vous partez seul déjà, d'avoir bien en tête votre condition physique, votre forme du moment, et pas votre forme fantasmée ou celle à laquelle vous étiez peut-être l'année dernière ou il y a 10 ans. Donc, être conscient de ça, avoir un référentiel aussi peut-être de sorties précédentes auquel vous pouvez vous référer pour connaître vos capacités et puis l'effort et le niveau de fatigue que telle distance ou tel dénivelé a pu vous procurer. Et puis, c'est d'autant plus vrai dans un groupe. Dans un groupe où il y a des niveaux de compétences, des niveaux de conditions physiques qui sont très différents. Et je dirais que comme règle de base, peut-être deux règles de base. La première, c'est de se dire que l'étalon, ou en tout cas la forme physique sur laquelle il va falloir vous caler, c'est la forme physique de la personne la moins entraînée et puis la moins en fort. Et aussi, globalement, surtout si on ne connaît pas les personnes, mais même si on les connaît, qu'on n'a pas randonné depuis longtemps avec eux, c'est d'être plutôt dans une logique de sous-estimer leur forme physique que l'inverse, et leur capacité technique, etc. Et puis évidemment, ça vaut encore plus quand on est accompagné d'enfants. Voilà, vaut mieux être humble, vaut mieux être modeste et globalement sous-estimé. Et puis peut-être une autre distinction qui est importante à faire, c'est la différence entre la difficulté technique et la difficulté physique. On y reviendra dans le détail, mais un parcours peut être difficile physiquement, mais finalement peu techniquement. C'est par exemple si on marche on a prévu de faire en une journée, de faire 40 km, mais sur un sentier très large, un sentier très large, très facile, etc. Techniquement, c'est facile, mais physiquement, ça peut être exigeant. Et inversement, on peut être sur des passages, sur des parcours qui sont pas spécialement longs, mais qui peuvent demander plus de technicité, qui peuvent être exposés, qui peuvent être sujets effectivement au vertige de certains, mais pourtant être relativement facile physiquement. En tout cas, voilà, bien avoir en tête les deux types de difficultés. Et avec ces éléments en tête, on va tout de suite démarrer, on va plonger dans l'application. On va faire quand vous préparez votre sortie, vous pouvez faire, grâce à l'application, une recherche et aller faire une recherche dans les différents parcours que l'on propose. Et vous pouvez, donc j'ai cliqué en haut dans la barre de recherche. Ici, je vais chercher l'Esquin donc dans les Pyrénées. Et puis, je vais pouvoir afficher des résultats de parcours. Donc, je vais avoir 27 parcours qui vont s'afficher donc à la fois sur la carte ici et en dessous dans ce carrousel que vous allez pouvoir faire défiler comme ça. Et je vais choisir ce parcours, le premier, donc le pic d'Ani depuis le refuge d'Aberwatt. Voilà, et je clique sur voir la description.
Comme ça, on va voir à quoi ressemble un parcours dans l'application IGN Rando. Donc, voici à quoi va ressembler le parcours. Vous avez la moitié supérieure de l'écran, c'est la carte avec le tracé. Et puis en dessous, vous avez la fiche parcours qui présente plusieurs choses. Donc, vous avez le nom, les kilomètres. Ici, vous avez la difficulté estimée. Je vais y venir tout de suite. Une estimation du temps. Avec la petite flèche, voilà, je déroule ce menu. Donc, comme vous voyez, c'est plusieurs selon l'activité, la difficulté et le temps estimé selon plusieurs activités. Vous avez en dessous des photos, une description, et puis ici les cartes IGN papier nécessaires pour faire ce parcours. Alors, la première chose ici, c'est se dire que hop, je reviens sur. Mince, pardon. Je reviens. Voilà, je suis de retour sur mon parcours. Les seules données vraiment objectives pour évaluer la difficulté d'un parcours sont la longueur. Donc ici, on a 14 km, 14 et demi. Et puis, en allant sur cet onglet, le profil. Donc, on a le profil et on voit qu'on a 1263 mètres de dénivelé positif. Euh, Avec la carte, avec les données qui sont la carte, c'est, je dirais, les trois données, les trois indicateurs qui vont vous aider à définir la difficulté, si vous êtes capable et si c'est une bonne idée de faire ce parcours. Parce que je reviens ici sur les notions de difficulté et de temps estimés qui sont indiqués. C'est important d'avoir en tête qu'il s'agit c'est des indices, c'est des pistes, mais qui restent des approximations qui dépendent d'énormément de choses. Ça dépend, on l'a vu, de votre forme physique, ça dépend évidemment de la météo, ça dépend des conditions, ça dépend du groupe, ça dépend de combien de pauses vous allez faire. La notion de parcours difficile ou moyen, parfois la distinction, elle est pas nette. Donc évidemment que ça vous donne des indications, mais par contre, c'est très important de pouvoir le réévaluer et de vous faire un avis qui est propre. Euh, euh, Comme on l'a dit, pas vis-à-vis de ces données objectives, donc de longueur, de dénivelé et d'informations sur la carte, et puis encore une fois de votre condition physique, etc. Là, on va vous partager aussi un lien que moi j'aime bien et que j'utilise, un lien sur justement l'évaluation du temps de parcours, un outil que moi je trouve assez bien fait et assez pratique, encore une fois, qui donne une indication, mais c'est un calculateur et d'estimation de temps de parcours. Donc, on va vous le partager dans le chat. C'est un truc voilà, que moi j'aime bien et que je trouve très utile. Donc, une fois que j'arrive sur cette carte, ce qui est important, donc, c'est aussi d'étudier le parcours, de regarder par où il passe. Et on propose beaucoup d'outils pour faire ça. Donc, vous avez, par exemple, je vais aller ici sur le sélecteur de cartes et je vais rajouter la couche des pentes. Hop, voilà. Je vais fermer ici. Donc, vous voyez, ça, c'est une. Ah, pourquoi pardon, j'ai changé de carte. Je reste sur la top 25. Voilà. Donc, on a la carte top 25 que vous connaissez probablement, ou en tout cas, voilà, la carte topographique de l'IGN au 25 millième. Et j'ai superposé au-dessus une couche des pentes qui va me faciliter la lecture de carte pour voir qu'il y a certains passages, par exemple, ici, hop. Ah, mince. Un instant. Voilà, je reviens ici. Donc, à cet endroit, donc grâce à
grâce à la carte des pentes, je vais pouvoir voir qu'il y a des passages qui vont me faire passer par des passages qui sont en pente. Et ici, je vais pouvoir afficher la légende de cette couche des pentes. Et donc, ça c'est voilà, un outil qui facilite la lecture. Je le désactive ici, donc toujours depuis le sélecteur de cartes. C'est quelque chose qu'on peut voir sur la carte parce qu'on va avoir les courbes de niveau. Donc, les courbes de niveau sont ici représentées en marron. euh, et en dessous, là, c'est les lignes qu'on va voir. Ben, là, ici, on les voit en marron comme ça. C'est ces petites, avec la souris, vous allez me voir. Voilà, ça, c'est les courbes de niveau. Donc, plus elles vont être ici, on les voit qu'elles sont très rapprochées. C'est une indication comme quoi la pente va être importante, mais le, 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 le calque des pentes va permettre de donner cette information de manière très visuelle et de manière beaucoup plus rapide. Euh, c'est Ensuite, voilà, donc vous avez ce parcours. Il y a énormément de données sur les cartes. Par exemple, si vous allez un peu plus haut, vous voyez ces indications. Donc là, je suis sorti des parcours, mais c'est pour vous montrer d'autres informations qui figurent sur la carte, qui vous donnent des indices. Vous avez ici le GR10 qui, de ligne continue rose, se transforme en ces points qui se succèdent ici. Ces points qui se succèdent indiquent un passage difficile. Donc, c'est exactement le type d'informations qui sont données par les cartes qui vont vous permettre de repérer des endroits difficiles et des potentiels dangers. Donc, les passages difficiles, c'est des endroits qui vont être exposés, qui peuvent nécessiter de mettre les mains. Évidemment, encore une fois, si vous n'avez pas l'expérience ou si des personnes du groupe qui font partie du groupe n'ont pas cette expérience-là, ben c'est peut-être des passages à éviter. C'est d'ailleurs quelque chose de global, c'est qu'une fois que vous avez un parcours, vous avez trouvé un parcours sur la plateforme, ou si vous l'avez trouvé ailleurs, vous l'avez trouvé sur un blog, sur un site internet, je pense un conseil, c'est de ne pas nécessairement prendre ces parcours comme des parcours immuables qui ne pourraient pas être changés. C'est qu'il faut que ça soit des sources d'inspiration, il faut que ça soit des indications, mais vous pouvez tout à fait partir de ce parcours et vous dire, bah, finalement, on est avec des enfants, on ne va pas aller jusqu'au pic, mais le parcours a l'air intéressant, donc je vais m'en inspirer, mais créer quelque chose d'autre. Et dans ce cas-là, c'est un autre outil que vous allez pouvoir utiliser sur l'application. Donc là, on a vu la recherche, c'est la création de parcours. Donc la création de parcours, on part rarement de zéro, sauf si vous connaissez très très bien l'endroit. Mais encore une fois, vous pouvez vous inspirer des parcours proposés sur la plateforme ou des inspirations que vous allez trouver ailleurs. Et ça va se passer ici. Donc le bouton plus, le bouton bleu plus qui est en bas à droite, vous allez cliquer dessus, créer un parcours manuellement et admettons, voilà, vous voulez toujours démarrer au même endroit, donc au refuge de la Berroite, vous placez votre point de départ et vous allez tracer une ligne droite. Ici, vous allez placer par exemple un point intermédiaire ici que vous validez et vous voyez la trace que j'ai créée, c'est bleu qui vient se coller sur le sentier automatiquement. Donc, je continue, je vais tracer un autre point un peu plus loin, enfin, placer un autre point un peu plus loin. Ici, je valide, ça fait la même chose. Et ensuite, voilà, je vais jusqu'à cette deuxième cabane qui est ici. Je valide. Et ça y est, j'ai mon parcours. Je vais revenir aussi en arrière pour faire un aller-retour. Hop. Et voilà, j'ai mon parcours. Je me suis inspiré de ce que j'ai trouvé sur la plateforme, mais euh, euh, j'ai créé autre chose. Et ensuite, je le valide. Je lui donne un nom, je donne une couleur, une catégorie, etc. Et j'enregistre. Je vais retrouver mon parcours que je viens de créer dans les données et ici dans les parcours sur l'application. Voilà, le parcours que je viens de créer à 13h,
pardon, le 13 juin à 18h 52. Donc on a vu, voilà, on a vu la création, tout ça, c'est surtout pour vous dire de vous adapter, que vous n'êtes pas coincé dans des parcours existants. On a plein d'autres outils qui vous permettent de, d'adapter votre parcours et de mieux anticiper ce que vous allez rencontrer sur le terrain. Le premier que je vais vous montrer, c'est les photos aériennes. Donc c'est ici, hop, voilà. Donc là, vous voyez, malgré la carte, on peut utiliser les photos aériennes pour avoir une lecture beaucoup plus rapide du relief, une lecture plus rapide de l'environnement qu'on va rencontrer, d'anticiper d'éventuelles difficultés et de se dire, vous voyez, on a un niveau de détail assez important et c'est ce qui nous permet, voilà, c'est encore un outil qui facilite la lecture. Des photos aériennes sur lesquelles on peut superposer les routes et les sentiers. Donc ça, c'est un calque qu'on ajoute ici avec cet interrupteur et qui fait apparaître les routes et les sentiers sur la carte. Donc là, on les voit, par exemple, vous voyez, c'est ce qu'il y a ici en gris. Vous avez également, je vais revenir ici, je reviens sur la carte top 25 et je vais afficher cette fois-ci le réseau d'appel d'urgence grâce à ce bouton. OK. Alors, c'est une fonctionnalité que nous avons rajoutée récemment à l'application qui vous permet d'avoir accès à toutes les zones sur la France, toutes les zones desquelles vous allez pouvoir appeler les secours. J'y reviendrai dessus en détail, mais ce que je veux dire, c'est qu'au moment de la préparation, par exemple, si vous partez seul, c'est typiquement une donnée que vous pouvez prendre en compte et dire, OK, je suis seul, personne ne pourra donner l'alerte en cas d'incident me concernant, donc je vais rester dans des zones où, a priori, je pourrais appeler les secours. Et là, on voit, par exemple, ce parcours ici, qu'on a sélectionné, le pic d'Annie. A priori, je reste dans une zone couverte par le réseau mobile. D'ailleurs, un autre conseil qui, je pense, est important à prendre en compte, c'est se prévoir aussi des plans B, des raccourcis, des portes de sortie, en tout cas, de se dire, voilà, j'ai prévu de faire ça, mais en cas de changement, qu'est-ce qui peut générer un changement? Ça peut être un changement de météo, on peut être pris par le temps et puis avoir la journée qui avance, on met plus de temps que prévu, et bien finalement, il faut changer le plan prévu. La fatigue aussi, on est plus fatigué que prévu. La difficulté, on n'avait pas complètement anticipé la difficulté du parcours. Donc voilà, toutes ces raisons qui peuvent faire qu'à un moment donné, c'est bien d'avoir un plan B. Et d'ailleurs, un des meilleurs plans B, en tout cas, c'est de se dire, si vous prévoyez un peu comme ici, finalement, on est sur un parcours qui est quasiment en aller-retour, enfin, à l'exception ici de cette petite boucle, mais c'est un parcours qui est en aller-retour. Un aller-retour, ça va être toujours beaucoup plus facile de renoncer à un moment et de revenir sur ses pas, notamment parce que vous connaissez la route et le chemin que vous avez fait jusqu'à maintenant. Et puis, le problème euh, j'oppose un peu ici les allers-retours et les boucles. Le problème des boucles, c'est que par exemple, une fois que vous allez passer la moitié du parcours, il va être peut-être psychologiquement plus difficile de se dire, face à une difficulté par exemple technique, il va être peut-être plus difficile de revenir sur ses pas en se disant, bah, si je continue, je suis quand même plus près de la fin que si je reviens en arrière. Donc voilà, ça aussi, ça peut être un conseil quand on ne connaît pas le terrain, quand on ne connaît pas les lieux, quand on part tout seul, etc. Se dire, ben voilà, peut-être que je vais plutôt opter pour un aller-retour que pour un parcours en boucle.
Une fois qu'on a créé qu'on a trouvé son parcours, qu'on a créé son parcours, c'est la même chose. Donc ici, je vais revenir dans les données. Ce qui est avec la bonne préparation, une fois qu'on est bien préparé, ce qui est crucial, un conseil qui revient souvent et tout le monde est unanime là-dessus, c'est de partager son parcours. De partager son parcours avec une personne qui va rester, en tout cas qui ne vient pas avec nous. Donc ici, grâce à l'application, vous allez pouvoir exporter le parcours. Donc je reviens en arrière pour vous montrer. Donc c'est grâce au bouton avec les 3 petits points en bas à droite, je clique dessus et je peux exporter le parcours. Vous allez pouvoir l'exporter en GPX ou en KML. Et donc, une personne de confiance aura votre parcours et c'est donc vous lui transmettez votre parcours, vous lui dites aussi une heure approximative de retour et c'est l'outiller de la meilleure manière pour que cette personne puisse donner l'alerte en cas de problème. C'est-à-dire qu'elle pourra donner l'alerte parce qu'elle ne vous voit pas arriver à l'heure prévue et puis elle pourra donner l'alerte en disant voilà, telle personne est partie faire tel parcours. D'ailleurs, tout ça, vous allez pouvoir donc partager ce parcours avec une personne qui aura la version gratuite d'IGN Rando. Pas besoin d'avoir l'abonnement. Elle télécharge l'application IGN Rando, sa version gratuite, et elle aura votre trace. En cas de pépin, elle pourra partager le projet que vous aviez avec les secours. Vous pouvez aussi d'ailleurs, comme je disais, vous indiquer à la personne si vous allez, hop, je reviens ici, oui, si vous allez traverser des zones où vous-même, vous n'aurez pas de réseau. Donc ça, c'est un autre onglet. Je vous ai montré là en orange le réseau, la couverture du réseau d'appel d'urgence, mais on propose également, hop, la couverture de vos propres réseaux mobiles, donc là qui se télécharge. Et quand vous partez, vous allez pouvoir indiquer à cette personne de confiance, ben voilà, je vais, a priori, j'aurai du réseau chez Bouygues, SFR, peu importe, ou pas. Voilà, donc là c'est en bleu. Là, c'est le réseau Bouygues. Donc, je peux dire, a priori, j'aurai du réseau sur une bonne partie, sur les 2/3, même plus du parcours. Sur la fin, j'en aurai pas beaucoup, c'est normal, mais après, j'en aurai à nouveau. Enfin, voilà, c'est des indicateurs qui peuvent rassurer votre entourage. Je vais passer, donc une fois que vous êtes bien préparé, vous avez partagé votre parcours, vous êtes sur le terrain, on propose un autre outil qui est très utile, c'est le partage de position. Donc, c'est différent du partage de parcours, le partage de position, ici. Voilà, vous allez pouvoir indiquer, renseigner une personne, encore une fois une personne de confiance, qui va pouvoir vous suivre et recevoir votre position de manière régulière. Alors, donc encore une fois, ça rassure la personne et ça permet aussi d'affiner, de donner une meilleure alerte en cas de besoin. C'est une fonctionnalité qui nécessite du réseau mobile. Votre position est envoyée grâce au réseau mobile, donc la personne recevra votre position tant que vous aurez une couverture réseau. Sachant que la personne qui vous suit, encore une fois, ça, c'est une fonction qui est dans les fonctionnalités gratuites de l'application. Donc, de la même manière qu'elle pourra voir votre parcours, elle pourra voir aussi votre position en temps réel dans la version gratuite. Pas besoin qu'elle prenne un abonnement pour ça. Donc, on est toujours ici dans l'amélioration de l'alerte en cas de problème. Et puis, en cas de problème, évidemment, je dirais, mince, pardon, je suis allé ici. Je vais désactiver cette couche, comme ça on verra. Voilà. Une chose qui est très importante, c'est vous de pouvoir vous localiser. Donc, c'est grâce à ce bouton qui est en bas à droite. Donc là, bon, évidemment, on a fait on a voyagé très vite, on a voyagé jusqu'à Bordeaux, parce qu'actuellement, on se trouve, nous, à Bordeaux, mais
voilà, grâce à la géolocalisation, vous pouvez savoir en temps réel où vous vous trouvez euh, pour vous repérer sur la carte. Mais vous pouvez également, si vous voyez en bas à droite, vous avez aussi vos coordonnées. Des coordonnées que vous allez pouvoir, en cas de besoin, à la demande par exemple des secours, que vous allez pouvoir, en cliquant dessus, en appuyant une fois dessus, hop, les copier et ensuite éventuellement pouvoir les envoyer par SMS. Donc il suffit, je le refais une fois, hop, vous appuyez une fois dessus, juste un appui sur les coordonnées, elles sont copiées et ensuite vous les collez dans un SMS pour pouvoir les envoyer. En appuyant plus longuement sur les coordonnées, voilà, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre et vous allez pouvoir modifier les types de coordonnées. Je pense qu'Alexandre Meyer y reviendra un peu par la suite. C'est l'occasion pour moi de faire une petite précision justement sur le signal GPS qui vous permet de vous localiser. Le signal GPS, on a souvent la question qu'on reçoit au support utilisateur, n'a rien à voir avec le réseau mobile. Vous pouvez ne plus avoir de réseau mobile, mais avoir du signal GPS de qualité qui vous positionne. Et puis globalement, en France et même dans la plupart des zones du globe, vous aurez une bonne qualité de signal GPS, ce qui vous permet d'ailleurs, et ça c'est important, de mettre le téléphone en mode avion. Le mode avion, ça permet et de fonctionner hors réseau. Donc le mode avion, pourquoi vous mettre en mode avion? Ça permet notamment d'économiser de la. Ah, je crois que mon écran c'est bon. Je continue. Voilà, le mode avion va vous permettre d'économiser de la batterie parce que quand le signal est faible, le signal mobile est faible. Le téléphone fait, pour simplifier, pour caricaturer, va faire énormément d'efforts, va augmenter la sensibilité, la puissance de l'antenne et donc consommer plus de batterie. Donc, il est plutôt conseillé de mettre le téléphone en mode avion, ce qui m'amène à dire si vous devez vous mettre en mode avion ou aller dans des zones pas couvertes par le réseau mobile, il sera nécessaire de télécharger vos cartes pour y avoir accès hors ligne. Donc, ça se passe par le sélecteur de cartes en haut à droite. Ensuite, vous cliquez sur télécharger une carte et ici, vous allez définir une zone que vous allez valider. Et ensuite, vous pouvez choisir plusieurs fonds de cartes, par exemple, prendre la top 25, les photos aériennes et sélectionner également des calques. Et ensuite, valider pour télécharger. C'est un outil qui permet donc d'embarquer vos cartes avec vous, comme je le disais, que vous soyez en mode avion ou hors réseau. Alors, voilà, c'est peut-être maintenant, je vais revenir justement sur ces notions de réseau. Je vous en ai parlé un tout petit peu concernant la préparation. Donc, on propose dans l'application la couverture mobile pour les appels d'urgence. Euh, Première information essentielle, et je pense que Alexandre, après moi, insistera aussi là-dessus. La première chose à retenir, c'est le numéro 112. Quel est le numéro d'appel d'urgence? C'est le numéro 112 à retenir. C'est un numéro européen, donc ça ne vous facilite pas besoin de retenir plusieurs numéros pour plusieurs pays. Et je pense notamment, par exemple, aux zones frontalières, dans les Pyrénées, dans les Alpes, etc. Donc, numéro 112, très, très important, on retient ça. Et nous avons ajouté, donc depuis pas longtemps, cette couche avec le réseau. Et je vais justement aller dans les Pyrénées. Voilà. Et vous allez voir ici que tout d'un coup, dès que on a plus de relief, dès qu'on a. Voilà. Ça, c'est un très bon exemple. Il y a des endroits, ce qu'on appelle les zones blanches, où vous n'allez pas pouvoir appeler les secours. Parce que
Pour appeler le numéro 112, vous pouvez, pas besoin de capter votre propre opérateur, il suffit de capter n'importe quel opérateur, même un opérateur étranger, par exemple un opérateur espagnol si vous êtes dans les Pyrénées, mais il y a des zones où il n'y a aucune antenne. Et donc, quand je suis ici, je sais que pour pouvoir appeler les secours, ben, il va falloir que j'aille soit dans cette direction ici, soit je reviens ici. Cette couche, elle est par défaut, elle est enregistrée sur votre téléphone au moment de l'installation de l'application. Donc, même si vous ne l'avez jamais activé, si vous ne l'avez jamais consulté, vous aurez accès à cette couche, à cette information en cas d'incident. J'arrive sur la fin de ma présentation. Peut-être, on a parlé on parle d'une application, il y a énormément de fonctionnalités, comme vous avez vu, qui peuvent comme ça vous aider, vous assister, renforcer votre sécurité. Il ne faut pas perdre de vue deux choses, je pense. La première, c'est que c'est un appareil électronique qui peut, au cours de la randonnée, par exemple, tomber et se casser, qui peut tomber dans l'eau, par exemple, ou qui peut, on en a rapidement parlé par rapport au mode avion, qui peut manquer de batterie. Alors, sur la batterie, comme ça, quelques petits conseils ou quelques petits conseils d'amélioration. C'est la première chose. Donc, on a parlé, le mode avion, ça consomme moins de batterie. Solliciter l'application IGN Rando le moins possible. Par exemple, je pense à l'enregistrement. Si vous n'avez pas besoin d'enregistrer, n'enregistrez pas. Ou si vous êtes plusieurs à partir en groupe, pas besoin que tout le monde enregistre votre parcours. Aussi, essayez de moins solliciter votre téléphone de manière générale, de fermer les autres applications dont vous n'avez pas l'utilité ou d'utiliser le moins possible les applications qui sont très gourmandes en énergie. Je pense notamment à l'appareil photo ou si vous prenez des vidéos. Ça, c'est des applications qui vont utiliser énormément de batterie. Et puis, évidemment, l'utilisation de la batterie externe. C'est un outil qui clairement, voilà, parce qu'il prolonge la durée de vie de votre batterie, renforce quelque part votre sécurité. Et puis, je reviens dans l'application. Ici, par rapport au parcours, on propose, donc quand vous êtes resté dans l'onglet description, vous arrivez ici, vous voyez une rubrique trouver votre carte IGN. Donc, vous pouvez, depuis le parcours que vous avez prévu de faire, choisir les cartes qui sont proposées. C'est en fait les cartes papier cette fois-ci, les cartes top 25 papier de l'IGN qui vous permettent de faire le parcours en question et de les acheter directement depuis l'application. Donc, ça peut être utile, ça peut évidemment être utile notamment dans des contextes où on va pas connaître les lieux, où on n'a pas du tout l'habitude d'aller, où on part plusieurs jours, on part sur peut-être des randonnées un peu plus difficiles, etc. En tout cas, voilà, la carte papier peut être évidemment un support de secours. Et puis, moi j'ai dit ça, le risque zéro n'existe pas, évidemment. L'objectif ici, c'est d'essayer d'optimiser un maximum les différents outils, d'en connaître un maximum et de minimiser donc les risques et de maximiser les chances de ne pas avoir de problème ou d'être secouru et de se sortir d'un problème au cas où ça survient. Dernière chose, et après je vais passer la main à Alexandre, c'est toujours depuis ce bouton plus, c'est le signaler un problème avec Suricate. Suricate, c'est un dispositif ministériel qui vous permet de signaler des incidents sur le terrain. C'est par exemple des éboulements, des ponts qui peuvent être abîmés ou même détruits, même des arbres en travers des sentiers, enfin tout un tas de choses. Et je dirais c'est une dimension sécuritaire sur un temps peut-être plus long. Ça ne renforce pas nécessairement votre sécurité à l'instant T, mais globalement, ça renforce la sécurité de la pratique pour les autres
usagers et pour vous à l'avenir. Donc, c'est un dispositif qui vous permet de signaler tous ces incidents et d'améliorer les choses en continu et sur un temps long. Alors, avant de passer la main à Alexandre, je voulais vous dire, j'ai évidemment pas parlé de météo, j'ai pas parlé de matériel. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte dans votre sécurité. Là, pour moi, il était question, dans un premier temps, de parler de l'application et de l'application Hygiène Rando au service de votre sécurité. J'arrête la présentation de mon côté. Hop, ici, un instant. Voilà. Et je passe la main à Alexandre Meyer. Merci beaucoup. Est-ce que... Voilà, super. À toi, Alexandre. Merci à Alex. J'en profite tout de suite pour remercier donc Ubicarta et IGN, donc tous présents, Angelo, Sébastien, Xavier et Alexandre, de m'avoir convié à ce webinaire, à cet atelier. C'est pour moi une chance et puis un réel plaisir parce que c'est une opportunité au bout du bout, d'échanger sans doute un petit peu avec vous, mais aussi de faire de la prévention, ce qui est quand même l'essence même de mon métier. Rapidement, donc je suis gendarme secouriste en PGHM depuis un peu plus de 16 ans. J'ai travaillé dans les massifs vosgiens, bas alpins et isérois avant d'arriver à La Réunion. Voilà, alors je vais tenter de glisser ma présentation. Alors, tac, tac, tac. Voilà. Normalement, vous devez avoir la présentation. Peut-être je peux On avoir est tout bon. une Ouais. confirmation. Impeccable. Super. Donc le but de cette présentation, c'est bien de vous parler donc de la sécurité dans vos activités pleine nature. Donc le sujet qui a été abordé par Alexandre juste avant, en y mettant on va dire notre expertise et puis notre expérience dans le domaine, à la fois de terrain et également dans l'utilisation des outils qui soient historiques, mais en l'occurrence un peu plus récents, comme les nouvelles technologies. Le discours, il se veut assez généraliste. Je crois que le public est assez hétéroclite. Donc, le but, ce n'est pas de rentrer dans les détails, c'est bien d'aborder plusieurs sujets de façon assez globale. Peut-être que des questions viendront après auxquelles je tenterai de répondre si je peux. Voilà. Donc, comme je vous le disais, le but, c'est bien de faire de la prévention. Donc, on est dans une continuité. C'est pas quelque chose de nouveau. Vous voyez à l'écran, c'est le flyer 2024 édité par le ministère des Sports qui finalement, hein, si vous regardez globalement, reprend des conseils qui sont non pas ancestraux, mais en tout cas qui existent depuis très longtemps. On parle toujours donc de choisir son activité, un parcours adapté, prendre conseil auprès des pros, faire attention à la réglementation, les prévisions météo. Donc, ça va avoir une sortie, on a les bons réflexes après, enfin pendant et après la sortie, parce que même après, il peut y avoir de bons réflexes à avoir.
Et on a sur cette continuité quelque chose qui s'insère de plus en plus, c'est la technologie. Donc c'est un discours aujourd'hui qui s'inscrit dans le temps, mais qui est augmenté de la technologie. Vous pouvez voir apparaître, c'est surligné maintenant sur le flyer, une petite mention sur le fait de rester toujours localisable. Alors là, il est mentionné dans le flyer, téléphone portable, réflecteur, si vous partez en haute montagne, etc. Bien sûr, c'est loin d'être exhaustif, mais on voit bien que la technologie, aujourd'hui, fait partie intégrante des activités de pleine nature, quelles qu'elles soient. Alors, effectivement, il y a peut-être un milieu dans lequel on aura peut-être du mal d'être géolocalisé, c'est le milieu souterrain, mais pour tout le reste, on est bien d'accord que c'est assez prégnant. Et même si c'est pas comment dire, présenté de cette façon-là dans le flyer, avant la sortie, on voit également qu'il y a une mention informer une personne sur votre programme, de leur problème de votre retour et de l'itinéraire. C'est ce qu'a abordé Alex dans sa présentation. J'y reviendrai un petit peu plus tard dans la mienne. On est sur finalement des B.A.-ba. D'accord? Vraiment des B.A.-ba. Ça doit rester pour vous quelque chose d'évident, d'ancré. C'est pas facultatif. Parce que malheureusement, lorsque ça ne va pas, la plupart du temps, c'est parce que ce B.A.-ba n'a pas été respecté. Voilà. Petit bémol sur éviter de partir seul. Si justement on met toutes les chances de son côté pour être localisable, voilà, hormis quelques notions de sécurité impératives sur des dangers objectifs réels. Bon, voilà. Mais bon, c'est une préconisation. Des prérequis à la sécurité. On a parlé beaucoup donc forcément de l'appli, donc de technologie, mais vos randonnées ou activités, quelles qu'elles soient, elles ne peuvent pas s'entendre sans une bonne préparation technique, une bonne préparation physique et une bonne préparation matérielle. D'accord ? Toute cette notion de préparation, elle vous permet justement d'anticiper. Pour reprendre l'un des thèmes d'Alex, qui était donc la préparation de la course ou de la randonnée, notamment le niveau technique, le niveau physique à avoir. Tout ne sera pas écrit dans l'appli, tous les topos ne mentionneront pas forcément tous les détails. Une chose est sûre, c'est que en fonction de votre objectif, plus vous serez prêt techniquement, physiquement, et que vous aurez un matériel adapté qui vous correspond, qui correspond aussi à votre pratique, et plus vous aurez des chances d'évoluer en sécurité. Finalement, tout ce qu'a abordé Alexandre autour de l'appli, de la façon dont l'appli est aujourd'hui telle qu'elle existe, et puis avec tout ce qui, je l'espère, devrait arriver encore en évolution, on va dire en upgrade d'appli, correspond à cette logique-là de prépa, d'anticipation. Si on en vient un peu sur l'outil numérique, on a parlé effectivement de cette application d'IGN Rando. D'autres existent sur le marché. Quoi qu'il en soit, il nous faut bien un smartphone pour l'utiliser, autant en prépa que pendant la sortie. L'intérêt de la maîtrise de son outil, alors même si de plus en plus avec les générations milléniales, enfin les générations actuelles, il y a une sensation, alors c'est des chiffres que j'ai trouvés sur le net, que vous pouvez trouver également. Aujourd'hui, il y a une sensation à 90% sur la tranche notamment des jeunes, de maîtriser son téléphone, voilà, de pleinement maîtriser son téléphone.
Le problème, c'est que la maîtrise du téléphone, aujourd'hui, elle s'entend beaucoup sur finalement alors, de l'utilisation quotidienne, c'est vrai, mais sur du loisir. Le téléphone, à la base, quoi qu'il en soit, il est fait pour communiquer. Il est fait pour appeler, il est fait pour envoyer des messages. Euh, il est ensuite fait pour justement profiter de tout ce que les applis peuvent proposer. Je pense aux applis les réseaux sociaux, les applis d'échange, de communication, les applis d'orientation. Euh, et ensuite, tout ce qui va avec les réseaux sociaux, des applis utilitaires, etc., etc. Euh, Également, donc d'avoir un support aujourd'hui qui, j'ai du mal à dire, remplace le triptyque carte, boussole, altimètre, parce que dans certaines conditions, il ne faudra pas forcément l'omettre, d'accord? Même si aujourd'hui, clairement, avoir avec soi son smartphone avec une carte, un fond de carte, en tout cas adapté. Et j'entends par là adapté, donc pour ce qui nous concerne en montagne, notre outil, c'est bien le fond au 1,25 millième, donc la top 25, euh, et d'avoir toutes ces fonctions connexes de préparation d'itinéraire, de superposition de couches. On a aujourd'hui les pentes, donc l'IGN vient de mettre en place cette couche des réseaux, des opérateurs, qui pour nous va sans doute nous apporter d'énormes choses dans nos recherches. Euh, et enfin, non, l'un des outils principaux du téléphone, c'est la photo. Et en fait, la photo, c'est quelque chose qui est finalement peu utilisé, on s'en rend compte, nous, dans le quotidien, c'est le géotag. Euh, Peut-être que toute la communauté que vous êtes maîtrisez cette notion de géotag, et tant mieux. Mais il faut savoir que sur les smartphones aujourd'hui, lorsque le GPS est activé et que vous n'avez pas désactivé la- l'option sur votre téléphone, vous pouvez être localisé, vos photos peuvent être géolocalisées, ce qui peut être pour nous des informations à recueillir. Tout ça, donc, il faut le maîtriser parce que justement, il en va quelque part de votre sécurité. Si vous êtes en mesure d'appeler, si vous êtes en mesure de communiquer, si vous êtes en mesure de vous orienter, de définir votre position ou une orientation. Également, tout en vous faisant plaisir d'obtenir des informations de géolocalisation. Tout ça, ça nécessite d'avoir du réseau ou en tout état de cause de connaître le réseau là où il est ou là où il n'est pas. Et c'est tout l'avantage justement du principe des couches opérateurs dans la préparation et l'anticipation de votre course. Et enfin, ultime point de la maîtrise de votre outil, c'est sa capacité en autonomie. Tout ce qu'on a vu, communiquer, les applis encore plus, tout ça c'est énergivore, ça consomme énormément. Et donc connaître l'autonomie de son téléphone, c'est une chose, et anticiper sur justement la défaillance de son téléphone par un manque de batterie, c'est vraiment, vraiment important, vraiment essentiel même, je dirais. Et Alexandre l'a mentionné tout à l'heure, oui, l'utilisation de batteries portables, de sticks, de mini panneaux solaires. Aujourd'hui, on en voit de plus en plus. À La Réunion, c'est très courant, ça s'y prête, de voir des petits panneaux accrochés au sac à dos et les appareils se rechargent tranquillement. On est sur une génération du light, voire même de l'ultra light. On peut faire un choix d'équipement qui va dans ce sens. En revanche,
quand on parle sécurité et quand on pense sécurité, il y a un moment où on ne doit pas même faire l'impasse sur ce genre de choses. On peut minimiser, c'est vrai, mais ne pas faire l'impasse. Le smartphone, il vient se noyer, ou en tout cas, il est aux côtés d'autres technologies. Ici, vous voyez un panel de techno divers et variés, des balises, des montres connectées, du GPS connecté, le triptyque DVA appel sonde. Une fois de plus, ce n'est pas exhaustif. Alors, je ne vais pas vous poser la question et vous faire activer vos micros, sinon je vais me faire enguirlander. Et bien en fait, concrètement, il n'y a pas de choix à faire. Ce n'est pas le smartphone ou les autres technos, c'est le smartphone et les autres technos. À adapter, bien sûr, en fonction de l'endroit de la pratique, du type de pratique. Il est bien entendu que si on part en montagne estivale à La Réunion, entre autres, vous pouvez vous priver du DVA appel son. C'est possible. À l'inverse, si vous allez dans les Pyrénées et qu'il y a un petit peu de neige, un petit peu beaucoup même, et que vous évoluez dans des pentes, en ski de randonnée, etc., ça redevient le triptyque indispensable. Et pour autant, vous n'allez pas laisser votre smartphone à la maison parce que ça va être votre moyen de communication pour contacter les secours. D'accord? Ou pour envoyer votre position ou pour avoir votre fond de carte. Idem pour les balises. Les balises sont faites pour la plupart pour envoyer des messages prédéterminés, des messages d'urgence, mais ils ne sont pas faits pour communiquer avec les secours en direct. Voilà. Donc finalement, il n'y a pas trop de questions à se poser. Aujourd'hui, on n'oppose pas les technologies et, et le smartphone. C'est un tout à adapter en fonction du terrain et de son type d'activité. Pour ce qui concerne notre activité de secours en montagne, et là je vais parler pour le PGHM dans sa globalité, nous avons divers outils que l'on utilise donc pour les recherches, le secours, on va dire, le secours en général, les recherches un peu plus particulièrement, sachant que à chaque fois, c'est bien pour ça qu'il y a le et, à chaque fois, il y a une enquête. Alors, ce ne sont pas des enquêtes avec comment dire, des plaintes avec, non, ce sont finalement des enquêtes assez simples où on relate des faits, mais où on doit justement acter ce que l'on fait sur des bases légales ou administratives. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Ces outils, si l'on reste sur l'utilisation du smartphone pour l'instant, on va tout d'abord parler d'un outil qui est obligatoire, enfin qui est un outil, qui est une techno obligatoire depuis 2022 en France, qui est l'AML, Advanced Mobile Location. Cette technologie, elle est disponible sans action de votre part. Dès lors où vous avez un smartphone et que vous contactez le 112, votre localisation est préemptée d'office pour être stockée dans une base de données donc, qui est sécurisée en France. Et les services de secours ont accès par voie de réquisition à ces données. À savoir que le 112, vous pouvez le faire, donc ça a été évoqué tout à l'heure aussi par Alexandre, aujourd'hui c'est le numéro de secours, on va dire unique.
même si les unités de secours ont toujours un numéro à 10 chiffres, vous pouvez toujours contacter notamment les PGHM par un numéro à 10 chiffres, ça ne doit pas, la demande de secours ne doit pas se faire par ce biais-là. D'accord? Parce que vous vous privez, quelque part, entre autres, de ces technologies. Voilà, donc ça, c'est un outil passif. Et nous avons à notre disposition, dans notre petite mallette, un outil qui s'appelle JanLock. C'est quelque chose qui a été créé il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant par un gendarme, qui est cette fois-ci un outil qui va nécessiter une action de votre part. C'est-à-dire que dès lors où on est en communication avec vous au téléphone, donc ça demande d'avoir du réseau, on va vous envoyer un lien par SMS. On vous demande votre numéro de téléphone, on va vous envoyer un lien par SMS. Ce lien, c'est un lien HTML. Donc, il suffit de cliquer dessus. Et sous couvert que vous ayez un tout petit peu de data, un tout petit peu de données mobiles, d'Internet concrètement, que vous autorisiez le partage, c'est-à-dire que vous soyez donc d'accord pour partager votre position, nous allons avoir un retour de votre position à 3, 4, 5 mètres près en fonction du couvert végétal, de l'endroit où vous vous trouvez, etc. Voilà. On retrouvera dans nos outils ces mêmes applications que nous utilisons au quotidien, que vous utilisez sans doute, des outils de, de messages, de cartographie, d'itinéraires routiers, de réseaux sociaux. Mais cette fois-ci, nous, ces outils-là, on va les utiliser pour aller chercher de l'information. On ne va pas aller les chercher pour comment dire, pour regarder un peu ce qui se passe dans les vies de chacun. Nous, on va aller chercher des infos, des informations justement de localisation concrètement. On peut essayer de suivre un peu les gens. Si vous avez mis sur votre Instagram, sur votre Facebook, des photos avec vos points de passage, le nom d'un col, etc. Voilà. Par exemple, Maps, si vraiment il n'y a rien qui fonctionne, si on peut peut-être, que vous avez Maps sur votre téléphone, on peut vous demander d'aller sur Maps, de faire un appui long, etc. Et ça, on peut avoir une coordonnée par ce biais-là aussi. Nous avons également des moyens spéciaux. Donc là, je vous ai listé quelques moyens spéciaux qu'on a à notre disposition. Volfun, LifeSeeker, l'IA, l'intelligence artificielle. À savoir que nous ne les avons pas tous en dotation. Je pense notamment au LifeSeeker et à l'IA. Ce sont des choses que l'on teste. On a une cellule d'innovation qui justement essaye de suivre le mouvement. On essaye de s'adapter aux nouvelles technologies, à l'évolution des pratiques et d'avoir des outils qui nous permettent sur le terrain, enfin, dès la réception de l'alerte au bureau et sur le terrain, de pouvoir utiliser le smartphone, entre autres, pour vous retrouver nos disparus ou nos perdus plus facilement. Voilà. Donc, c'est l'innovation. Il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. On prend, on teste, on garde. Ça évolue en permanence. Tout ça, je le répète, c'est réglementé, c'est cadré. On ne peut pas faire ce que l'on veut avec des données que l'on extrait de vos téléphones. On ne peut pas aller chercher comme ça des informations sur vous sans que ce soit cadré. Donc, on a pour nous le code de procédure pénale, le code pénal, des lois au niveau administratif qui nous permettent de faire ce travail en toute légalité et sérénité. Donc aujourd'hui, je vous l'ai dit, on est en constante évolution. On se bouscule, nous aussi, parce que on est comme vous, on prend de l'âge. Donc il faut s'accrocher. Et puis demain, ce sera encore mieux, ce sera encore plus. On a iPhone notamment, Apple, pardon, qui, à travers ces dernières générations d'iPhone, propose un service
de communication SMS par satellite. On a des téléphones, des smartphones satellites qui sont arrivés sur le marché, mais qui repartent, mais qui vont revenir. Donc des solutions très complètes, très très complètes, mais voilà, qu'il faut suivre, qu'il faut appréhender. Voilà, nous, on n'a pas la prétention et encore moins vocation à dire ce qu'il faut prendre ou pas prendre. Euh, on voit, on regarde, on teste, on est comme vous finalement. Et puis il faut savoir évoluer. Je parle rapidement de Cospas Sarsat, le système satellitaire. Il faut savoir que donc, la France fait partie des pays fondateurs du système, en tout cas côté Cospas. Le but, c'est de vous sensibiliser aussi sur le fait que, je le maintiens, le smartphone n'est pas le seul outil. Aujourd'hui, la balise satellite, et il y en a beaucoup sur le marché. Donc, je ne peux pas tout vous en parler là. Mais c'est vrai que le système Cospas Sarsat, à travers les balises PLB, et voilà, il y a quelque chose qui fonctionne. Ça devrait continuer d'évoluer. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Il y a un centre de réception des alertes, donc un LUT à Toulouse. Tout ça, ça repart vers les RCC, Rescue Coordination Center en France, et qui arrive in fine dans nos unités. Donc sachez que même en faisant l'acquisition de ces balises-là, vous ne nous aurez pas directement au téléphone, c'est vrai, mais vous pouvez, voilà, vous êtes géolocalisable. Et ce, partout dans le monde. Presque partout. Quelques petits tips, on s'approche de la fin, en tout cas de la présentation. Le but de ces tips, c'est de vous rappeler justement un peu les b.a.-ba. J'ai parlé un peu de nos outils de recherche. Finalement, pour votre sécurité, si vous restez sur des principes assez simples, assez basiques, la perception des dangers objectifs, des dangers subjectifs, vous allez voir qu'on arrive à dérouler quelque chose. Je suis sûr qu'au fond de vous, vous le connaissez, reste à le mettre en œuvre. Informer un proche de votre itinéraire. Ça a été évoqué aussi par Alexandre. Aujourd'hui, les technologies le permettent. L'appli IGN le permet et bien d'autres choses. Que ce soit avant, que ce soit en live, c'est un choix. Mais en tout état de cause, ne partez pas, même à deux, même à trois, et encore plus seul, voilà, sans partager votre itinéraire à quelqu'un. Ne vous séparez pas. Et s'il y a une chose, je ne vais pas dire la seule à retenir, ce serait un peu réducteur, mais ne vous séparez pas. Là, pour le coup, même si ça n'a pas de valeur en soi, mais par expérience, la quasi-totalité de nos disparitions ou des personnes égarées, voilà, les situations viennent d'une séparation. Voilà, l'itinéraire, on se décroche, il y en a un qui part devant, non mais vas-y, pars, je te rejoins, ou bon bah attends, je t'attends au panneau là-bas, et puis en fait je t'attends pas. Bon, bref. Ne vous séparez pas. Faites comme vous voulez, faites ce que vous voulez, mais ne vous séparez pas. Déjà, bon, ça réduira notre activité, mais pour vous, ce sera mieux quand même. Et également, pensez à prévenir en cas de changement d'itinéraire. On n'y pense pas, on part sur 2-3 jours. Je prends toujours le cas de la Réunion, parce que j'y suis et c'est une réalité. Les randos sont longues, sont techniques, il peut y avoir beaucoup d'aléas, beaucoup de boucles, très peu d'allers-retours, contrairement à ce que conseillait Alex ici. Et bon, ben voilà, les gens partent, et puis finalement, bon, bifurque, c'est facile de trouver un gîte, etc. Sauf que ben, le giteur, lui, il vous attend, celui que vous aviez prévu initialement. Votre compagne, votre maman, votre frère, attendez un petit coup de fil le soir. Et en fait, vous ne pouvez pas parce que finalement, vous n'êtes pas arrivé dans le gîte où c'était prévu et puis vous n'avez pas de réseau.
etc., etc. Donc voilà, faites en sorte de prévenir en cas de changement. Ça évitera aux personnes de s'inquiéter. Vous continuez à être localisable. Et puis, nous, ça nous évite un peu de recherche. Le tracking, c'est une solution aujourd'hui qui est quand même confortable. Une carte, une boussole, un altimètre, ça vous donne toutes les informations nécessaires pour préparer votre itinéraire, pour évoluer, mais ça n'ira pas plus loin. Aujourd'hui, les balises, les smartphones, les applis permettent c'est un outil vraiment très confortable. Partagez votre trace dans le même esprit. Bon, c'est pas du live, mais voilà, ça peut être intéressant. Et tout ça, ça vous amène à une gestion de batterie. Je l'ai déjà évoqué, hein, c'est un peu redondant, mais c'est vraiment important. Avoir un smartphone avec soi qu'on a utilisé toute la journée pour faire des photos, pour alimenter son Facebook, pour regarder sa carte. Et au final, à la tombée de la nuit, quand on est un peu perdu et puis qu'on veut passer son alerte et puis qu'il ne reste plus que 5%, il est un peu tard. Et malheureusement, on se met vous vous mettez en difficulté et nous, ça complexifie énormément nos phases de recherche, de secours. Alors ça, c'est moi, hein, c'est pas c'est pas quelque chose de comment dire, d'établi. Ayez une réflexion sur ce que vous voulez faire, sur ce que vous êtes en mesure de faire. N'hésitez pas durant votre course, votre rando, à vous réorienter. Donc ça peut être le demi-tour sur l'aller-retour. Ça peut être sur une boucle, choisir d'éviter un col parce que vous êtes fatigué, que vous ne le sentez pas, et puis vous faites, vous faites différemment. Parce qu'il y a peut-être des dangers objectifs qui n'étaient pas prévus au départ. Il y a de la pluie, ça glisse, chute de pierre, orage, enfin, tout ce que l'on veut. Ne pas hésiter à se orienter. Et surtout, n'hésitez pas à renoncer. La renonciation, ça fait entièrement partie de la montagne, des courses en général, enfin, de la montagne en général. Je dirais même des activités de pleine nature en général. Je dirais, peu importe la raison, il sera peut-être temps après de réfléchir, d'avoir de nouveau cette réflexion. Mais en tout cas, il y a un petit adage qui dit quand on a le doute, il n'y a plus de doute. Voilà, c'est tout sauf une erreur de renoncer. Ayez des moyens d'alerte. Les moyens d'alerte, c'est pas une faute de frappe. J'ai vraiment mis au pluriel pour insister sur le fait que le smartphone n'est pas le seul outil. Vous pouvez avoir, je pense, aux professionnels, et j'en profite pour justement vous inciter à vous rapprocher des pros d'encadrement. Pour avoir justement des informations. Ils vont pouvoir peut-être justement vous indiquer dans telle zone, attention, le téléphone ne passe pas. Et puis tout simplement, vous rapprocher des pros également pour pratiquer, quoi, hein. Ça reste un outil, quand même sacrément efficace pour profiter de l'activité en toute sécurité. Donc pour en revenir aux moyens d'alerte, vous avez le smartphone, vous avez la radio, vous avez des balises, vous avez tout un tas d'outils que vous devez avoir dans votre petite boîte justement à outils et à utiliser à bon escient. En aparté sur les balises, attention, il y a une espèce de fugacité, ça bouge énormément. C'est pas parce que vous avez acheté une balise il y a 2 ans sur le marché qu'aujourd'hui elle est toujours finalement active par un système d'abonnement, etc. Mais aussi tout simplement parce que il y a des outils qui arrivent sur le marché qui fonctionnent très bien, mais pour des raisons techniques, technologiques, financières, je sais pas, peut-être qu'elles ne sont plus valables. Donc attention hein, à ce que vous mettez en fond de sac.
ne partez pas sans avoir vérifié que tout ça, ça fonctionne et que c'est vraiment actif, quoi. Quelles coordonnées? Effectivement, Alexandre en a parlé tout à l'heure, brièvement. Il en existe quand même un bon nombre, en fonction de notre culture, en fonction de notre génération. Alors, on va être plus à même d'utiliser de l'Universal Transverse Mercator, peut-être un peu plus du degré-degré, du degré minute-seconde, du degré millième, enfin, etc. En fait, il y a pas de règle. Je vous dirais dans l'idéal, si lorsque vous nous transmettez une coordonnée en vocal ou si on a la chance de savoir au téléphone, enfin la chance, si tant est que ce soit une, mais vous nous donnez une coordonnée et qu'en plus vous nous donnez le type de coordonnée, on sera sur le nec plus ultra de l'alerte. D'accord? Donc en fait, bon, bah, je vous donne les coordonnées en UTM parce que sur votre montre, parce que sur votre téléphone, parce que sur l'appli, vous savez quel type de coordonnées vous avez sélectionné, c'est royal. Si vous nous donnez une succession de chiffres, en fait, nous, on a des convertisseurs et puis bah, on va faire une petite gymnastique pour se les approprier. Ce sera peut-être moins rapide, mais on y arrivera, quoi. Donc, j'ai pas, honnêtement, j'ai pas voilà, de, de coordonnées à vous conseiller. Voilà. Je vais donc en terminer en vous, en vous disant que vous êtes le premier acteur de votre sécurité. C'est vrai. C'est une réalité. Et pour ça, je vais vous parler de Suricat. Donc, c'est redondant avec un peu Alexandre, mais malgré tout, je le fais. Suricat, c'est une plateforme qui permet vraiment d'avoir un suivi et surtout une mise à jour du terrain, des conditions du terrain, un éboulement, un effondrement, un sentier endommagé. Enfin, on peut tout imaginer, on peut tout dire partout. C'est assez simple. Je vous invite à aller sur la plateforme, à regarder. Et pourquoi je vous en parle? Parce que je suis presque convaincu que dans le public que vous êtes assez consommateur, comme je le suis, hein. On est consommateur de toutes ces applis communautaires avec des avis, des temps de rando, des conditions du terrain, etc. Il ne faut pas oublier que les sites communautaires, même s'il y a des modérations qui sont faites, il y a des modérateurs qui gèrent un peu tout ça, ça reste très subjectif et que les conditions sont changeantes, les conditions évoluent d'un jour à un autre. Dans la montagne hivernale, les conditions de glace changent très vite, les conditions de neige changent très vite. Ici, à La Réunion, on peut avoir, après une ou deux journées de pluie, on peut avoir des sentiers qui sont complètement impraticables parce que éboulement, effondrement, tout ce qu'on veut. Et c'est là où Suricat intervient. Les autres sites communautaires aussi, hein, c'est bien de les renseigner. Mais Suricat, c'est ce qui permet aussi de renseigner les services publics et c'est ce qui permet donc d'apporter déjà une petite pierre à l'édifice pour apporter une solution à l'ONF, aux différents services, au RTM, etc., pour aller traiter le problème. Voilà, chose qui ne sera pas aussi rapide, aussi intuitive si on renseigne une plateforme communautaire juste de rando, quoi, ou de ski de rando, ou de glace, etc. Voilà. Je terminerai avec une petite punchline, alors pour le coup qui est pas à moi, qui est un fabricant de balises de recherche. Euh, Soyez recherchables. Aujourd'hui, pour nous, secours en montagne, et puis pour vous, pratiquants des activités de pleine nature, c'est avec tout ce qu'on a à notre disposition en termes de technologie, on ne peut plus se permettre pour notre sécurité,
pour nous, pour nos proches, de ne pas être localisable et donc recherchable. Donc, mettez tout en œuvre dans votre préparation, votre anticipation, dans les outils dont vous faites l'acquisition, que vous vous appropriez, d'avoir ça à l'esprit. C'est pas par pessimisme ou catastrophisme, hein, mais tout simplement bah, évoluer en sécurité dans le milieu avec des outils du moment. Voilà. Et donc, bah, pour moi, j'en ai fini. J'espère que j'ai pas été très long. C'était parfait, Alexandre, et merci encore pour cette présentation, pour ta présence à cet atelier et pour les réponses aux questions que les participants posent et que je vais te transmettre dans un instant. J'en profite pour remercier Sébastien et Xavier aussi qui nous ont accompagnés pour vous répondre en temps réel ou presque pendant cet atelier aux questions qui ont été posées sur le module. Donc, si tu es prêt, je te propose d'attaquer avec la première question qui nous semble très intéressante, qui nous demande en fait si via le 114, qui est donc un numéro spécial qu'on peut joindre par SMS, euh, la question c'est est-ce que le 114 n'est pas une bonne option pour passer une alerte avec peu de réseau mobile? Est-ce que tu as un avis sur la question? Est-ce que tu peux déjà nous préciser de quoi il s'agit et comment ça fonctionne? Alors, je sais de quoi il s'agit, effectivement, hein, c'est un service donc, qui est destiné aux sourds et malentendants. Nous, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on n'a pas les moyens de traiter une alerte par le 114 en direct. Donc, en fait, c'est très compliqué pour nous de l'intégrer. Il y a une réflexion. Il y a une réflexion qui est en cours. Et je sais que bah, justement, le responsable de la cellule innovation, on l'a évoqué il y a peu de temps ensemble, est sur le sujet. Mais aujourd'hui, c'est malheureusement pas quelque chose que nous, on peut promouvoir euh, en remplacement d'autres choses parce qu'on maîtrise pas encore cet outil-là. Ok, merci. La deuxième question, c'est est-ce que les différents appareils qu'on a évoqués peuvent se parasiter entre eux, se brouiller entre eux? Voilà, on va peut-être répondre tous les deux, mais je te laisse d'abord la parole. Donc, par exemple, un smartphone qui fonctionne pour la géolocalisation, une balise DVA, un détecteur de victimes d'avalanche, qui va fonctionner sur des fréquences très différentes. Voilà, est-ce que ce type d'appareil, éventuellement une autre balise type balise satellitaire, peuvent créer des interférences l'un à l'autre? Alors, on va répondre pour le DVA. Concrètement, oui, aujourd'hui, on est sur des appareils donc, numériques, hein, même s'il y a donc, du numérique analogique, mais sur des technologies quand même beaucoup plus avancées, qui a encore, on va dire, 10-15 ans. 15 ans, allez. Et oui, oui, les smartphones, voire même les radios, hein, les radios qu'on utilise en secours, peuvent perturber une recherche DVA. C'est pour ça qu'il y a vraiment d'énormes préconisations à prendre. Donc ça, c'est pour ce qui est de la recherche, hein. Attention, hein, je parle pour nous en termes de réception. Et en revanche, pour ce qui concerne la localisation, la géolocalisation, on est sur des systèmes qui sont finalement assez distincts, soit satellitaires pour les balises, soit par le biais des réseaux, enfin le GPS pour le téléphone, enfin d'autres, on va dire un autre système. Et à ma connaissance, non, en tout cas, je ne crois pas qu'on ait de soucis avec ça, non. Non, non. Ok, merci. Bon, moi, je voudrais juste ajouter que effectivement, lorsqu'on a un appareil qui permet de sa géolocalisation, en général, enfin, c'est le GPS et les équivalents européens, russes, chinois, sont des signaux qui sont reçus. Donc, effectivement, il y a moins de risques d'interférence là-dessus, même si le brouillage existe pour ce type d'appareil. En général, si on n'est pas en zone de conflit, on a assez peu de chances d'avoir ce type de problème. Une dernière question pour toi.
et après on passera aux questions qui sont un peu plus liées à l'appli. Quelles sont tes recommandations pour mener un groupe de marcheurs dans un terrain qui est un peu difficile pour certains? Donc un groupe avec beaucoup de personnes, de 15 à 30 personnes, et des personnes âgées de 60 à 80 ans. Euh, c'est un très gros groupe. Surtout dans un terrain, tu m'as dit un peu Un peu difficile, difficile. peu difficile. Un peu difficile. Donc, C'est un peu difficile. Alors, comme ça, c'est un peu complexe comme répondre. À répondre, pardon. C'est pas une bonne idée. C'est très, voire trop nombreux, hein, la gestion d'un aussi gros groupe. La plupart du temps, ces groupes, qui soient associatifs ou non, alors, à un nombre comme ça, la plupart du temps, c'est quand même un peu associatif. Malheureusement, c'est un petit défaut d'encadrement qui empêche à l'organisation de fournir suffisamment de cadres pour dissocier les groupes. Et justement, revenir à des choses un peu élémentaires, c'est-à-dire sur ce nombre de personnes, toutes n'ont pas les mêmes capacités physiques et techniques. Et donc, peut-être que certaines pourront aller au bout de la rando, d'autres pas, etc. Euh, là, comme ça, avec les éléments que tu me donnes, c'est pas très opportun. Et le conseil, alors c'est un peu délicat hein, comme conseil, mais c'est à éviter. C'est une configuration à éviter. Déjà en termes d'aisance, il y a énormément d'inertie sur un groupe. Déjà un petit groupe, et ça peut créer beaucoup d'inertie entre celui qui veut faire la pause, celui qui va avancer plus vite, moins vite, donc indépendamment même de l'âge. Hein. Mais plus on augmente, plus on se complexifie la tâche. Et en cas de problème, il faut les gérer, toutes ces personnes. Donc c'est là où très, très complexe la randonnée. Et là, je dirais, là, il faut pas hésiter à se rapprocher des pros, quoi. Clairement. ok. Clairement. Ouais. Bah, super, merci beaucoup pour ces réponses. Alors on a un petit peu dépassé l'horaire qui était annoncé à 1h15 parce qu'on est déjà à peu près 1h30. Je vais quand même répondre rapidement aux dernières questions et si certains doivent se déconnecter, évidemment, n'hésitez pas à le faire. On envoie juste dans le chat le, le mail auquel vous pouvez nous écrire si vous avez d'autres questions suite à cet atelier ou s'il y a une question qu'on a loupée. Voilà, Alexandre va vous l'écrire sur le chat pour que vous puissiez nous écrire. Euh, Vous la voyez également à l'écran. Donc voilà, je prends le relais pour les dernières questions avant la fin de cet atelier. Donc, on a une première question qui nous demande s'il est possible d'inclure ses propres cartes dans l'application. Alors, c'est quelque chose qui est un peu en bêta pour l'instant. Donc, vous verrez dans les prochains jours que la nouvelle version Android de l'application permet effectivement, en allant cocher un paramètre, d'importer ses propres cartes. Voilà, pour l'instant, c'est un peu expérimental, mais c'est une fonctionnalité sur laquelle on travaille. Donc, vous pouvez nous reposer la question dans quelques mois et ça fonctionnera beaucoup mieux certainement. Euh, une autre question était comment est-ce qu'on retrouve la légende des cartes? Donc, je vous propose de partager l'écran de mon téléphone pour vous montrer ça. Ça sera un iPhone en plus, donc ça permettra de voir un petit peu comment ça se présente. Donc là, normalement, vous voyez l'écran de mon téléphone. Donc, sur toutes les cartes, en tout cas sur les cartes pour lesquelles on a une légende, donc sur les cartes IGN et pour la majorité des couches en superposition, on va avoir en bas à gauche de l'écran carte ce bouton avec le i qui nous permet d'ouvrir la légende de la carte. Tout à l'heure, Alexandre vous montrait la carte des pentes. Donc, si je vais activer la carte des pentes, ici dans mon sélecteur de cartes, je rouvre la légende et là, j'ai un deuxième onglet qui s'est ajouté. Là, on a un petit bug d'affichage, mais normalement, ça s'affiche correctement.
mais vous avez les différentes couleurs et l'inclinaison en degrés correspondantes. Une autre question qui a été posée, c'était est-ce qu'il est possible, donc comme le disait Alexandre, de copier les coordonnées sur un appareil iOS comme un iPhone? Alors c'est exactement pareil du coup sur Android et iOS. Vous avez donc les coordonnées qui sont affichées en permanence en bas de l'écran carte. Il suffit d'appuyer une fois dessus et automatiquement les coordonnées seront copiées. Et comme on l'a évoqué précédemment, si vous faites un appui prolongé, vous aurez ce menu qui va s'ouvrir, qui va vous permettre de sélectionner un autre format d'affichage des coordonnées. Donc là, par exemple, on s'est mis en coordonnées UTM. Vous voyez que le format a changé. Et de nouveau, si j'appuie dessus pour copier, c'est ce format-là qui va être copié. On avait une question aussi sur l'utilisation de ces coordonnées dans l'appli. Alors là, on est en train de retravailler un peu le module de recherche parce que l'IGN a mis à jour ses serveurs et on ne peut plus actuellement coller des coordonnées directement dans la barre de recherche. Mais ce que vous pouvez faire en attendant, c'est lorsque vous créez un point d'intérêt ici sur l'application, vous allez pouvoir venir rentrer des coordonnées dans différents formats. Donc soit ici en degrés décimaux, soit en degrés minutes secondes ou en coordonnées UTM. Et voilà, après avoir modifié du coup les coordonnées ici, on va enregistrer un point et le point va être créé à l'endroit où se trouvent ces coordonnées. On a eu une autre question qui concernait la création d'itinéraires. Donc, c'était sur la création point par point. Donc, je montre rapidement comment se passe cette création. Donc là, vous voyez que j'ajoute des points au fur et à mesure que j'avance. Et donc, la question, c'était comment on peut supprimer rapidement plusieurs points. Donc, on a ici le bouton de suppression de points. Donc, effectivement, ça va pas très vite si on appuie à chaque fois pour effacer un point. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est rester appuyé dessus et vous voyez que ça efface plusieurs points. Ça efface les points plus rapidement. Donc, si vous avez soit créé un parcours avec beaucoup de points, soit importé un parcours avec des centaines de points, vous voulez effacer la moitié du parcours, vous pouvez procéder de cette manière-là. On a une question aussi sur la précision moyenne de la position affichée dans l'application. Alors ça, c'est une donnée qu'on n'affiche pas en permanence, mais qui va quand même s'afficher lorsque vous allez enregistrer un parcours. Donc lorsqu'on lance un enregistrement de parcours, on a ce panneau ici qu'on peut faire coulisser vers le haut pour afficher plus d'informations. Et dans la case en bas à droite, qu'on peut faire glisser vers la droite, on obtient la précision ce qu'on appelle précision GPS, c'est la précision de la localisation. Donc ici, on est sur une précision de 5 mètres. Alors, il ne faut pas non plus prendre ça comme une donnée absolue qui est toujours hyper fiable, mais voilà, ça nous donne quand même une bonne indication de la qualité du signal qu'on a et de son traitement sur l'appareil, sachant que là, on est à l'intérieur, proche d'une fenêtre, donc c'est quand même une très bonne précision. Probablement que si je me déplace à l'extérieur, la précision va baisser à 2-3 mètres. Donc voilà, vous pouvez vous attendre à une telle précision dans la majorité des cas, mais attention, lorsque vous êtes dans une forêt dense, proche d'une falaise, en gros, vous avez une mauvaise vue du ciel, cette précision peut être dégradée. Et notamment, le pire scénario, c'est dans un canyon, dans des gorges. Là, vous pouvez avoir une précision qui chute énormément et vous pouvez vous retrouver avec une erreur de l'ordre de 50, 100, 150 mètres. Donc attention quand même dans certaines situations, mais dans la majorité des cas, vous pouvez faire confiance à votre téléphone pour vous positionner correctement sur la carte. Une des dernières questions, ça concernait le partage de position. Donc, juste pour vous réexpliquer rapidement comment le partage de position fonctionne. Donc, déjà, pour pouvoir activer le partage de position, il va falloir connecter un compte IGN Rando à l'application. Ensuite, vous aurez ce bouton-là qui apparaîtra sous le bouton, le menu plus de la carte. Et si vous cliquez dessus, donc vous allez dans Profil compte et vous allez voir ici la liste des personnes qui peuvent suivre votre position et plus bas, la liste des personnes que vous suivez.
Donc, pour ajouter une nouvelle personne, vous allez appuyer sur ce bouton-là. Vous allez renseigner le mail du compte Hygiène Rando de la personne. Donc, il faut évidemment 2 comptes Hygiène Rando distincts. Et ensuite, la personne pourra vous suivre lorsque vous aurez activé cet interrupteur. Et pour répondre donc à une autre question qui a été posée, on peut de cette manière-là suivre plusieurs personnes à la fois. Donc, pour chaque personne, on va voir la position de la personne sur la carte en temps réel. Donc là, par exemple, j'affiche la position d'Alexandre sur ma carte. Euh, voilà, c'est sa dernière position connue en fait. Mais voilà, si Alexandre démarre son partage de position, il va voir que euh, je pourrais le suivre en temps réel sur mon application. Euh, une autre question concernant Suricat que nous avons présenté. Euh, La question, c'était que l'identifiant Hygiène Rando n'était pas reconnu sur le site de Suricat que nous avons partagé. Alors, c'est normal, les comptes ne sont pas liés. Il vous faut, en fait, pour Suricat, créer un compte sur le site de sentinelle.sportdenature.fr. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir suivre vos signalements. Voilà, on a fait le tour des questions qu'on avait notées. Pour rappel, donc, on va vous envoyer l'enregistrement de cet atelier pour que vous puissiez le revoir à votre guise. Dans les prochaines semaines, probablement d'ici la fin du mois ou début juillet, nous allons envoyer, donc, comme Alexandre l'a dit, un document qui reprend la majorité des questions qui ont été posées sur tous les ateliers depuis le début de l'année. Donc voilà, et surtout, n'hésitez pas à nous écrire pour toutes les questions relatives à l'application. Merci encore à Sébastien, Xavier, Alexandre. Alexandre du côté du Bicarta, Sébastien Xavier pour l'IGN, et évidemment Alexandre qui était avec nous depuis La Réunion, donc qui est adjudant-chef au PGHM de La Réunion. Et voilà, nous espérons vous revoir bientôt à un autre atelier IGN Rando. Et merci à tous pour votre présence. On va laisser euh, la visio allumée pendant encore quelques minutes. S'il y a des dernières questions, n'hésitez pas, on va prendre encore 5 minutes pour y répondre. Voilà, si je vois qu'il y a des personnes qui lèvent la main, on peut pas donner la parole malheureusement aux participants, mais si vous avez une question ou si vous voulez juste nous remercier, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton avec le triangle, le carré, le cercle, et ensuite sur le bouton des questions, écrivez votre question et on essaiera d'y répondre. Merci encore et bonne fin de journée à tous.